Hello et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo React sur le témoignage d'une personne que tu connais probablement déjà sous le nom de Coucou les girls sur YouTube et Instagram. En tant que créatrice de contenu et en tant que femme multicasquette, Juliette Katz nous parle avec humour et surtout beaucoup de sincérité, d'acceptation de soi, de rapport au corps et de santé mentale. Elle partage aussi pas mal son expérience avec les troubles du comportement alimentaire, qui est un sujet qui résonne chez beaucoup de personnes. Et c'est notamment pour ça que vient cette vidéo, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont réagi à une de ces dernières vidéos qui, il me semble, était une vidéo un peu podcast, où elle s'exprime justement sur son parcours avec les TCA. Et comme j'étais dans les bas-fonds de mon premier trimestre de grossesse, j'avoue, j'ai pas pu faire la vidéo tout de suite, mais comme quoi tout arrive à point, à qui sait attendre. Et donc dans ces fameux messages qu'on a pu m'envoyer, beaucoup m'ont dit qu'ils se retrouvaient finalement dans ce témoignage-là, ou que des proches à eux leur avaient envoyé cette vidéo pour justement mettre des mots sur ce qu'ils étaient en train de vivre, et finalement que ces personnes étaient de toute façon, pour la plupart, soit démunis pour pouvoir expliquer à leurs proches ce qui était en train de se passer pour eux et comment sortir de ce truc-là, et pour eux-mêmes, de se dire: «Bon, bah, là, je suis dans la même situation, mais je suis totalement paumée, en fait. Je ne sais pas quoi faire et je ne comprends pas le pourquoi du comment est-ce que ça se passe comme ça». Donc mon but ici, c'est pas de donner un avis sur ce qu'elle dit, contrairement à mes autres vidéos React, parce que là, c'est pas vraiment des conseils d'après ce que je comprends, c'est plus un témoignage qui est livré à cœur ouvert. Donc, par rapport aux demandes qui m'ont été faites par mes abonnés, je pense que là, le mieux, ce serait juste de profiter de ce témoignage pour rebondir sur ce qui est dit et partir du coup sur des explications un peu plus générales, vu qu'il y a énormément de personnes qui se sont retrouvées dans ce fameux témoignage, histoire d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment est-ce que certaines situations peuvent arriver. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Cindy Gagnol, je suis diététicienne comportementaliste spécialisée dans les TCA. Voilà pourquoi je parle de ce sujet-là. Et à travers cette vidéo, donc, je voudrais t'aider à mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on peut vivre ce genre de situation, ce genre de comportement alimentaire, d'où ça vient et comment ça se manifeste. Et surtout, commencer à te donner des petites astuces pour changer les choses au quotidien. Avant de commencer, je t'invite comme d'habitude à lire les disclaimers, donc à mettre pause si besoin, parce que ma chaîne s'adresse aux personnes ayant un rapport compliqué avec l'alimentation, c'est-à-dire des compulsions, des envies à répétition, une prise de poids parfois inexpliquée. Et mon objectif, c'est de t'aider à te reconnecter aux signaux de ton corps, notamment à la faim, aux envies et au rassasiement, et à réajuster ce qui a été perturbé après à cause des régimes généralement. On est d'accord que ces vidéos React, elles ont pour but de proposer un angle de vue un peu différent. Donc ce que je vais dire va peut-être résonner en toi ou pas, mais si jamais tu es curieuse d'entendre l'avis d'une professionnelle qui prend finalement en compte l'aspect du comportement alimentaire, et bah du coup cette vidéo est faite pour toi. Comme d'habitude, je me suis armée de ma petite boisson. Là en l'occurrence on est sur une petite tisane, grossesse oblige, et on est parti du coup pour la vidéo. En fait, ça a pris, toute la place, en fait, dans ma vie. C'est là au quotidien. C'est-à-dire que mes pensées sont rythmées, mes journées, en fait, c'est ça. Mes journées sont rythmées, par, ce que je vais manger, comment je vais le manger, comment je vais me regarder et comment, potentiellement les gens vont pouvoir me regarder. Si toi aussi, tu as cette impression que finalement, toute ta journée tourne autour de la nourriture, que tu y penses tout le temps, il y a de grandes chances que ton rapport à l'alimentation soit pas très serein. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir un rapport un peu malsain à la nourriture? En fait, dans mon jargon, on appelle ça avoir de la restriction cognitive. En gros, ça signifie que tes choix alimentaires vont être guidés par des règles extérieures plutôt que par tes propres sensations. C'est-à-dire que tu vas t'appuyer sur des injonctions, c'est-à-dire ce qu'il faudrait manger, à quelle heure, en quelle quantité, ou ce qui est bien ou mal, plutôt que d'écouter ce que ton corps réclame vraiment. Le piège souvent, c'est que certaines personnes qui vont s'autoriser à manger de tout finalement, pensent ne pas être dans de la restriction cognitive et donc ne pas avoir un rapport malsain à la nourriture. Sauf que
C'est un peu plus fourbe que ça. En réalité, ce n'est pas juste s'interdire certains aliments ou certaines quantités. Il y a beaucoup de personnes qui, finalement, vont manger de tout, mais qui vont le faire avec, parfois, de la culpabilité, en se demandant finalement, au fur et à mesure qu'elles mangent, en fonction du contexte, si c'est pas trop gras, trop sucré, trop calorique. Généralement, moi j'ai des petits indicateurs qui me font dire que la personne elle a un rapport malsain à la nourriture, c'est d'avoir des pensées de jugement, de valeur sur la nourriture. Quand une personne va dire, «Les cochonneries, les conneries, les saloperies, ça c'est de la merde», typiquement, on est dans un vocabulaire de restriction cognitive. Donc pour moi, c'est des signaux d'alerte voulant dire: «OK, le rapport à la nourriture, ça serait important de pouvoir le travailler déjà dans un premier temps». Et ce rapport à la nourriture, il vient finalement dérégler ton comportement alimentaire et t'éloigner du coup, de tes signaux naturels de ton corps, qui sont encore une fois la faim, les envies, le rassasiement. Petite, en fait, j'avais déjà des problèmes avec la nourriture, certainement parce que mes parents ont fait ce qu'ils ont fait, parce que il y avait peu de choses sucrées, parce que j'ai eu des remarques déplacées de la part de ma famille, mais je peux pas tout mettre sur mes parents, parce que ce serait pas juste. J'ai vécu des choses aussi étant enfant à l'école, par des profs, par des copains, copines de classe qui m'ont dit que j'étais pas dans une forme de norme, quoi. Et donc très vite, voilà, j'ai vu que j'étais pas dans cette norme et que je répondais pas, j'allais dire au désir des gens, et donc quelque part que j'étais rejetée et donc pas aimée. Voilà. Finalement, assez tôt, je me souviens même en primaire déjà, j'allais acheter beaucoup de bonbons parce qu'il n'y avait pas tout ça à la maison, il n'y avait pas de choses sucrées vraiment, il y avait peu de choses sucrées parce que mes parents en mangeaient peu, parce que aussi c'est pas bon pour la santé, donc au-delà de moi, en fait, juste c'était, ils voulaient pas, quoi. Moi, j'étais encore une fois pas grosse, hein, je le rappelle, j'étais même pas ronde. Je pense que j'étais juste une enfant potelée, mais vu qu'il y avait pas ça à la maison, j'étais frustrée, donc je devais certainement me venger. Et donc, quand mes parents me donnaient un peu d'argent de poche, quand j'avais 10 francs, etc., j'allais à la même boulangerie et acheter des bonbons. Je pense que je leur dois encore maintenant peut-être 50 francs parce qu'ils m'ont fait des avances, des avoirs, je sais pas comment on dit, bon. Donc dès la primaire, en fait, j'ai eu ce truc où je mangeais un peu en cachette. Je me souviens un jour que j'avais acheté plein de Malabar. Je sais pas, à l'école, je voulais peut-être pas en donner, ou peut-être pas à tout le monde. Et j'ai une prof qui m'a dit, enfin une maîtresse qui m'a dit mais Juliette, t'es suffisamment grosse, donne-en à tes camarades. Donc voilà, déjà il y avait ce truc-là, j'avais même pas 10 ans. Et en fait, ça n'a fait que s'accentuer avec le temps parce que la nourriture, pour moi, c'est un truc qui est à la fois synonyme de réconfort et de plaisir et de danger absolu. Il y a aussi un point important à comprendre. Alors attention, là le but c'est pas non plus de blâmer les parents, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent avec, les connaissances qu'ils ont, d'accord? Mais une éducation, alimentaire trop stricte de la part des parents, qui vont parfois imposer des règles alimentaires assez, rigides ou véhiculer des injonctions diététiques, ça peut éloigner finalement l'enfant de ses propres signaux corporels. Par exemple, obliger un enfant à terminer son plat pour avoir son dessert, c'est lui faire comprendre qu'il ne peut pas écouter et faire confiance à ses envies et donc aux besoins de son corps et qu'il doit respecter des règles assez précises pour manger. Le fait de l'obliger à terminer son assiette ou à ne pas laisser dans l'assiette, ça oblige l'enfant à ne pas faire confiance en ses signaux de rassasiement. Finalement, peu importe la raison, que ce soit parce que les parents trouvent que l'enfant a une courbe de poids trop haute par rapport à la norme, ou parce qu'ils veulent tout simplement l'éloigner de certains aliments qui sont jugés assez mauvais pour la santé, il faut savoir que tôt ou tard, cet enfant, il sera confronté à ces fameux aliments interdits ou mal vus. Et quand ça arrivera, il y aura forcément une phase qu'on appelle la phase de compensation. Ça, c'est une réaction, tout ce qu'il y a de plus normal en tant qu'être humain. C'est-à-dire que quand on découvre un aliment qu'on adore, on a naturellement tendance à en manger plus au début. Il y a qu'à voir, par exemple, quand c'est la saison des raclettes et qu'on remange notre première raclette de l'année, le rassasiement va tarder à arriver et au fur et à mesure qu'on va manger des raclettes, on va voir qu'on aura de moins en moins d'attrait pour ce plat-là. Avec le temps, une fois que l'aliment, finalement, il est intégré à notre quotidien, l'excitation, elle retombe et la consommation, elle se régule d'elle-même. Mais si cette phase de compensation, elle est pointée du doigt, jugée ou réprimée, là, ça crée un climat de culpabilité et de honte. Et l'enfant, même l'adulte, hein, mais
bon, là on part sur le concept de l'enfant, il va du coup apprendre que son comportement, il est anormal et au lieu de se détendre naturellement, de redevenir à la normale, eh ben, il va développer, à cause de ça, un rapport malsain avec la nourriture. Ajoute à ça les moqueries, les remarques sur le poids ou la manière de manger, et là, ça va du coup renforcer les émotions désagréables comme la peur et la culpabilité. Ça, c'est ce qu'on appelle des émotions induites par un rapport troublé à l'alimentation. Et si en plus de ça, bah, la personne, déjà de base, elle a du mal à gérer ses émotions autrement qu'avec la nourriture, et ben ça peut facilement mener à une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle qui s'exacerbe qui s'exacerbe et qui s'exacerbe, je vais y arriver, encore plus. C'est-à-dire qu'elle va manger pour se réconforter, pour calmer son stress ou apaiser ses émotions. Le problème, c'est que ce type de fonctionnement, bah, combiner un rapport malsain à la nourriture, ça vient favoriser une prise de poids sur le long terme. Et c'est là, en fait, que tout va un peu s'enchaîner. C'est-à-dire que le rapport malsain à la nourriture va provoquer une prise de poids, l'alimentation émotionnelle dysfonctionnelle va provoquer une prise de poids, et plus le poids monte, plus la société, elle nous renvoie à l'idée qu'il faut faire attention à son alimentation, qu'il faut surveiller ce qu'on mange, faire un régime. Donc, elle vient finalement nous faire mettre le doigt dans l'engrenage des restrictions, qui va faire qu'aggraver le problème. Parce qu'on a vu que ça faisait partie des facteurs de prise de poids. Donc ça vient aggraver encore plus le truc. Et du coup, on rentre dans un véritable cercle vicieux où les régimes vont venir renforcer la restriction, qui renforce la frustration, qui renforce l'alimentation émotionnelle et qui dérègle du coup le comportement alimentaire. Et au final, bah, on rajoute encore une fois un facteur responsable de la prise de poids sur le long terme. J'aime bien les cafés au lait d'avoine et je mets souvent, un peu de sirop de vanille. J'en bois pas tous les jours, mais j'aime bien, je trouve ça agréable et je mets un peu de sirop de vanille et j'avais vu une recette, sur TikTok ou je sais plus où avec des gens qui mettaient du lait concentré sucré dedans et je me suis dit: «Ah putain, ça doit être trop bon», et je suis allée faire les courses et j'ai acheté du lait concentré sucré, le tube, et je me suis dit: «Juliette, fais pas ça parce que tu sais ce que tu connais ton rapport au lait concentré sucré, le fais pas». C'est-à-dire que je peux l'engloutir en 2 secondes, quoi. Et je me suis dit: «Si, si, vas-y, challenge-toi, fais-le, achète-le». Et donc je le fais dans mon café, je mets un tout petit peu, et c'est trop bon. Et j'ai ma psy juste après au téléphone et on parle de plein de trucs et je lui parle de lait concentré sucré. Je lui dis: «Je suis contente, j'ai acheté ça et voilà, j'ai pas envie de céder, je veux vraiment que ça me serve que pour mon café», et en fait, j'y ai pensé, toute la journée. Je pensais qu'au tube du lait concentré sucré et donc en fait, j'en ai mis dans ma bouche et puis j'ai trouvé ça agréable. Et puis après, c'était plus très agréable. J'ai plus trouvé ça très bon. Mais j'ai continué. J'ai continué et puis je me disais, mais c'est hyper sucré, c'est pas très agréable, c'est pas très bon au final. Mais je pouvais pas m'arrêter. Et je continuais et j'ai fini le tube. Et en fait, plus je le prenais, plus je me disais, mais c'est pas bon, c'est trop sucré. Ah, mais là, ça me pique la gorge carrément, tellement il y a de sucre. Ah, mais vas-y, mais va voir jusqu'où ça te dégoûte, ou va voir jusqu'où tu peux poser tes limites, ou est-ce que tu peux tout t'avaler. Et voilà, et j'ai fini le truc. Et pendant que je le mangeais, je me disais, mais arrête, arrête, c'est pas bon, tu t'aimes pas ça. Et je pouvais pas m'arrêter. Et je l'ai fini, et je me suis détestée, je me suis sentie mal. Et même pendant que je le mangeais, je me disais, arrête, tu vas pas te sentir bien après. Et je m'arrêtais pas. Et je me suis pas sentie bien après, et je me suis sentie comme une merde, et je me suis détestée, et je me suis dit c'est terminé, je n'achèterai plus jamais ça. Et voilà comment se passent mes journées en fait. Quand un aliment nous stresse, que ce soit par peur de prendre du poids, par peur de perdre le contrôle ou par peur pour sa santé, on parle d'aliment tabou. C'est-à-dire que c'est un aliment avec lequel on ne se sent pas forcément en confiance, que ce soit en y pensant ou en y étant confronté. Et dans ce contexte-là qui est exposé, on est plutôt sur ce qui concerne les aliments qui génèrent plutôt une peur de perdre le contrôle. Et si tu te dis à l'avance: «Je vais utiliser cet aliment que dans ce genre de contexte et pas dans celui-là», alors que c'est un aliment que tu adores consommer dans ce genre de contexte, bah, ça risque de créer finalement de la frustration. Par exemple, personnellement, je sais que le lait concentré, je l'ai toujours consommé de la même manière, à même le tube. Pour moi, il y a pas d'autre, façon de consommer le lait concentré. Si jamais je me dis:
Bah non, le lait concentré, si j'en prends, je vais le manger par exemple, rien que le manger dans une petite cuillère, ça va clairement pas être le même plaisir pour moi de le manger de cette façon-là. Ça peut générer une frustration et cette frustration risque finalement d'augmenter mon besoin, mon envie, si tu préfères, d'en manger comme je le fais habituellement. Et je risque surtout de finir par en manger de manière compulsive, par peur de manquer, par peur de ne pas pouvoir faire ce que j'ai prévu de faire à la base, parce qu'il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit que c'était pas bien de faire comme ça. L'autre chose à savoir, c'est que plus tu vas être convaincu que tu vas faire une compulsion, que ce soit par rapport au contexte, par rapport à un aliment, plus tu risques d'en faire une. Ça, c'est un phénomène d'autoconditionnement. C'est-à-dire que si tu abordes cet aliment avec l'idée que tu vas pas pouvoir t'arrêter, bah, ton cerveau finalement, il intègre cette croyance et il va fort probablement te faire agir en conséquence. Donc moi, par exemple, ce que je peux te conseiller, si jamais c'est ton cas, et ce que je conseille à mes patients, et que je me fais à moi aussi, hein, c'est de considérer chaque prise alimentaire comme une prise alimentaire lambda. Si jamais tu as une petite voix qui te dit ça sent la compulsion, tu ne sais pas, tu n'es pas devin, tu ne peux pas prédire à l'avance comment ça va se passer. Même si tes expériences passées t'ont fait penser que ça finira forcément en compulsion. Et surtout, c'est important de garder en tête que la première bouchée, ce n'est jamais une compulsion. Ce qui peut mener à une compulsion, c'est finalement tous les petits grains de sable qui vont venir s'immiscer là dans la prise alimentaire en cours de route. Par exemple, la peur de trop manger, la peur de manquer, le sentiment de culpabilité, la pression de se dire je dois m'arrêter absolument à ce moment-là. Et l'autre chose qui est important aussi, que ce soit avec notamment les aliments tabous, mais finalement avec n'importe quelle prise alimentaire, c'est de pouvoir réussir à avoir un certain niveau de conscience quand tu manges, un certain niveau de plaisir et un certain niveau de sécurité. Quand je parle de sécurité, je veux dire par là que tu ne juges pas l'aliment que tu es en train de manger comme étant bon ou mauvais pour X raisons. Et dès que tu commences finalement à penser à la quantité que tu es en train de manger, à te dire là, il faut que je m'arrête, c'est pas raisonnable, ben, tu vas te créer de nouvelles émotions désagréables et notamment, bah, du coup, la peur du manque et c'est ce qui conduit généralement à un trouble du réconfort. C'est-à-dire que, en théorie, le plaisir de manger, ça participe au rassasiement. Mais si le plaisir, il est absent, si tu es en insécurité ou que ton niveau de conscience est trop bas, bah, du coup, le rassasiement, il va mettre plus de temps à arriver. Et toutes les émotions que tu vas pouvoir ressentir et induire par tes pensées justement, eh ben, ça va pouvoir te créer une sorte de comportement un peu compulsif où tu te sens plus maître de toi à ce moment-là. Donc, dans ce genre de situation, moi, quand je travaille avec mes patients, ce que je propose souvent de mettre en place, c'est temporairement de mettre de côté les aliments avec lesquels ils ont l'impression ou peur de perdre systématiquement le contrôle. Donc là, l'idée, c'est pas non plus de les interdire parce que ça serait contre-productif, mais c'est plutôt de chercher à les réintroduire progressivement un à un, une fois qu'on a mis en place d'autres astuces, d'autres habitudes finalement qui permettent d'assainir la relation à la nourriture et de retrouver un comportement alimentaire suffisamment régulé pour être en confiance et du coup, bah, se permettre, de réintégrer ces aliments avec plus de sérénité. Généralement, la problématique concerne plusieurs aliments. Du coup, ben, on va commencer tout simplement par en garder un seul à la maison, juste histoire d'éviter les compulsions en cascade. Là, l'objectif, c'est de pouvoir observer comment les choses, elles évoluent naturellement et d'avancer étape par étape, de pas brusquer les choses, en fait. Et une fois que l'aliment, il génère plus d'angoisse au quotidien, et ben, c'est là qu'on va passer au suivant. Et en faisant ça, ben, on évite finalement ce sentiment d'urgence, de ce truc qui va se dire: «C'est ma dernière occasion d'en manger, du coup je vais en profiter à fond». Qui va souvent mener du coup, bah, à d'autres restrictions derrière parce que ça fait un peu peur d'être dans ce comportement-là et qui pourrait créer un rapport plus conflictuel encore avec la nourriture. Un truc qu'on avait acheté, une barquette, on achète ça rarement, mais parfois on achète ça quand on sait qu'on va avoir une grosse semaine de taf ou qu'on n'a pas envie de faire à manger. Il y a des barquettes faites par des mamies, paraît-il. Et voilà. Et là, c'était une tartiflette. J'avais acheté ça, donc on en avait une chacun. C'était pas bon du tout. J'ai pratiquement tout mangé et pendant que je mangeais, je me disais c'est pas bon, mais va voir jusqu'où tu vas. De toute façon, t'ingurgites de la merde, donc autant y aller. J'ai fini par me prendre un dessert
ou 2. Je sais même pas si j'ai pris un goûter. Si, bah si, du coup j'ai travaillé derrière là sur le canapé et j'avais pas spécialement faim, mais j'avais envie de manger un truc. Et ça c'est important ce que je vous dis parce que très souvent, moi je grignote beaucoup dans la journée, mais très souvent j'ai besoin d'avoir un truc dans la bouche. N'y voyez pas de... mais j'ai besoin d'occuper ma bouche comme s'il fallait en fait que je mange. Ça, c'est hyper intéressant parce que si tu es en train de manger un aliment que tu n'aimes pas, du coup, tu rentres directement en conflit avec, les 3 éléments essentiels du rassasiement. Le niveau de conscience, le niveau de plaisir, le niveau de sécurité. Si ce que tu manges, ça ne t'apporte aucun plaisir ou bof, bah, ton corps, il enregistre pas la bouchée que enfin, ton cerveau n'enregistre pas la bouchée que tu es en train de manger et le rassasiement se passe généralement au niveau du cerveau et donc ton corps, ton cerveau notamment, va, contribuer à rechercher un aliment plus appétissant à chaque fois que tu vas avoir une nouvelle bouchée. Donc à chaque fois, par exemple, que tu vas manger une bouchée de cette tartiflette qui te plaît pas, et ben ton cerveau, il la comptabilise pas et il est à la recherche d'une bouchée plus appétante. Et après, du coup, ce repas insatisfaisant, et ben forcément, l'envie de manger, elle persiste parce que tu n'es toujours pas rassasié, même si tu as plus faim, même si tu as mal au ventre et que ton estomac est rempli et que tu as les dents du fond qui baignent. L'autre paramètre à prendre en compte, c'est que quand tu prends pas de plaisir à manger quelque chose, ton cerveau, pour lui, il n'y a pas d'intérêt à se concentrer là-dessus. Et donc, vu qu'il prend pas de plaisir, il va du coup chercher à détourner ton attention. Parce qu'après tout, tu me diras, pourquoi rester concentré et savourer un aliment finalement qui ne te satisfait pas? Du coup, bah, tu vas manger sans vraiment y prêter attention, tu vas te mettre inconsciemment en pilote automatique. Et le problème, bah, c'est que ça va retarder encore une fois de plus ton rassasiement. Si en plus de ça, tu juges ton plat comme mettant, par exemple, de la merde, eh ben, tu peux basculer, pareil, sans t'en rendre compte, dans une certaine logique de foutu pour foutu. Et en plus de ça, ça va contribuer encore un peu plus à détourner ton attention, donc à diminuer ton niveau de conscience sur ce que tu es en train de manger, pour pouvoir éviter à tout prix la culpabilité que ça va engendrer de manger de la merde. Alors que de toute façon, la culpabilité, après avoir mangé, elle va avoir tendance quand même à arriver. Et ce jugement-là qui a été mis, ça vient exacerber la peur du manque qui va du coup, encore une fois inconsciemment, te pousser à manger toujours plus. Ça, c'est le trio, le combo parfait pour empêcher le rassasiement d'arriver. Le rassasiement, au cas où tu serais pas très au clair avec ce terme, c'est le fait de ne plus avoir envie de manger, pas le fait de ne plus avoir faim. Et si le repas, il a été insatisfaisant, il est du coup normal d'avoir encore envie de manger autre chose. Il peut y avoir plein de facteurs qui font que tu vas avoir envie de manger. Mais là, dans cet exemple, on est vraiment purement dans le fait que le repas était insatisfaisant. C'est pour ça que ça va être vraiment essentiel, et ça c'est vraiment ce que je te conseille, de choisir des aliments qui te plaisent vraiment. N'aie pas peur d'être pointilleuse, parce que ton cerveau, il t'oriente sur vraiment ce dont tu as besoin en fonction aussi de tes goûts et de tes préférences. Si c'est pas bon, pars du principe qu'il lui, il enregistre pas et que derrière, dans tous les cas, il va te faire manger autre chose. Donc priorise les aliments qui te font plaisir, qui te font envie et pas juste des aliments raisonnables, des aliments sains ou manger selon certaines règles externes à toi ou tout simplement pour pas gâcher alors qu'en fait là ça te fait plus plaisir. Si on met pas ça en place, finalement on risque de multiplier les prises alimentaires dans la journée simplement pour essayer de combler le manque de plaisir. Et quand on a souvent cette envie d'avoir quelque chose dans la bouche, d'avoir ce besoin de manger, sans pour autant avoir faim, ni savoir exactement, par exemple, quoi manger, on peut être face là à une compensation émotionnelle. C'est-à-dire que le cerveau, il a intégré que la seule solution pour gérer certaines émotions, c'était de manger. Du coup, bah, dès qu'il y a une émotion qui est un peu compliquée là à gérer, parfois de manière inconsciente, hein, et ben, le cerveau, il va déclencher l'envie de manger parce qu'il estime que c'est la meilleure solution à ce moment-là. Le problème, c'est que, ben, le plus souvent, on prend pas de plaisir à manger dans ce genre de contexte et ce manque de plaisir montre bien que la réponse, elle est pas adaptée, qu'elle est pas cohérente avec le vrai besoin initial du corps à ce moment-là. Il y a un court-circuit,
si tu préfères. Donc là, ce qui doit être mis en place, c'est tout un travail, tout un protocole pour pouvoir apprendre à identifier, comprendre, quoi mettre en place, sans pour autant juger la compensation émotionnelle qui n'est que le messager pour tout simplement te dire que ton corps a un besoin. Mais c'est juste que là, la communication, elle est compliquée. Quand j'assume, c'est-à-dire que quand je mange devant des gens, globalement, je prends beaucoup plus de plaisir. Alors beaucoup plus de plaisir, je dirais pas, je prends un peu plus de plaisir à manger un truc qu'il ne faut pas, entre guillemets, mais je peux pas m'empêcher de me dire que l'autre va se dire: «Putain, elle aurait pu éviter quand même». Mais par contre, je mange très souvent en cachette et quand je dis cachette, c'est qu'il y a plein de choses que mon mec ne sait pas que je mange. Mon mec, il est très tranquille avec tout ça, c'est-à-dire que lui, il s'adapte à ce que je veux. C'est-à-dire que soit il va me faire des reproches parce que je vais lui demander de me faire des remarques, soit il va rien dire parce que je vais lui demander de ne rien dire. Donc il s'adapte en fait à ça, mais je sais que ça le touche et que ça le rend triste de me voir comme ça. Je vais presque me cacher quelque part devant mon fils parce que je veux pas qu'il voie sa mère comme ça, je veux pas lui transmettre ça. Déjà que moi j'ai eu des trucs quand même avec la bouffe avec mes parents, j'essaie de pas transmettre ce que mes parents m'ont transmis et j'essaie vraiment de qu'il ait voilà, des gâteaux, qu'il mange de temps en temps des bonbons, qu'il goûte à plein de choses. Mais ça, c'est très nouveau parce que les premières années, d'ailleurs, ces repas, on a l'impression que j'étais diététicienne, quoi. C'était extrêmement bien équilibré. Je voulais qu'il finisse ses assiettes parce que j'avais peur pendant un moment que s'il ne mange pas suffisamment, il meurt. Voilà. Euh, et maintenant, en fait, j'essaie d'être un peu plus détendue. Parfois, il n'y a pas des légumes dans son assiette. Parfois, il va manger des protéines 2 fois dans la journée. Et ça, c'est très nouveau pour moi, de me lâcher un peu la grappe là-dessus. Il y a 2 jours, on était tous les deux. On a été à la boulangerie pour son goûter. Et il m'a dit, je veux des bonbons. Et je dis, allez, vas-y, je t'achète des bonbons. J'en achète, c'est vraiment très rare. Et en fait, le petit paquet de bonbons à 1 euro, vous voyez très bien à quoi ça ressemble. Et ben en fait, j'ai dû lui donner 3 ou 4 bonbons. Et le reste, je les ai mangés moi. Mais en fait, vu que j'étais devant dans la voiture, lui, je donnais bonbon par bonbon. Et moi, je m'en mettais 3, 4 dans la bouche. Il y a des fois où je fais faire les courses et je passe devant un rayon où il y a un aliment qui m'attire. Et je sais, et je me dis, ne prends pas ça, c'est pas bon, j'y vais. Et je le prends et j'ai honte et je me sens comme une merde et je le mange rapidement dans la voiture. Et même c'est arrivé que ça arrive avec mon fils. On va faire les courses ensemble et il est derrière dans la voiture et je commence à ouvrir le paquet, il entend le bruit, il me fait c'est quoi ça? Et donc je lui en donne un et je me dis merde, il m'en reste plus que tant et je les mange tous de manière assez rapide pour pas qu'il me redemande pour que j'en ai suffisamment pour moi. Enfin, c'est complètement stupide, quoi. Puis je vous rappelle que j'ai pas forcément faim, hein. Et puis après, je prends le paquet que j'écrase bien et que je mets dans ma poche pour pas que mon mec le voie. Et dans notre garage, on a des poubelles de tri, et donc je vais le mettre dans la poubelle de tri pour pas qu'il le voie dans la poubelle de la maison, quoi. Et qu'il me fasse une remarque. Parce que parfois, il me fait des remarques parce que je lui demande. Et quand il me fait des remarques, je dis ah mais ça va, c'est bon, et je l'engueule et il me dit oui mais chérie, enfin tu me demandes de te faire des remarques et puis quand je le fais ça va pas. Si c'est aussi le genre de choses, toi, qui t'arrive, sache que là, tu entretiens finalement le tabou autour de ces fameux aliments, de ta manière de faire. Et donc, tu entretiens encore plus un rapport malsain autour de la nourriture. Donc, tu continues finalement d'alimenter le cercle vicieux. Donc, moi, plutôt, ce que je conseille à mes patientes et ce que je te conseille de faire, c'est que même si je sais, c'est extrêmement compliqué psychologiquement, j'en ai très conscience, c'est de faire ce que j'appelle le coming out de compulseuse. C'est-à-dire d'en parler aux personnes que tu souhaites. Généralement, c'est quand même mieux de pouvoir en parler à la personne avec qui tu partages ta vie parce que c'est quand même la personne qui est le plus souvent confrontée finalement à ta manière de faire au quotidien. Le but, c'est de pouvoir sortir de tabou, de normaliser ce genre de comportement-là, heu, pour venir couper un peu l'herbe sous le pied aux pensées de jugement et donc à la culpabilité, à la honte et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le but, c'est vraiment d'en parler à la personne qui partage ta vie et surtout de partir du principe de ne pas faire de réflexion, de soutenir, mais de surtout pas faire de remarques ou de jugements sur la manière de faire par la suite et même dans l'instant, voilà, de dire que on a besoin d'en parler pour que la personne en face comprenne, pour qu'elle ne soit pas étonnée non plus s'il y a des manières de faire qui changent dans le quotidien, qu'elle soit pas choquée, parce qu'il y a des choses dont elle n'est pas au courant. Et le but, c'est de pouvoir vraiment mettre, carte sur table avec cette personne et de lui expliquer un petit peu tous les tenants et les aboutissants de ce que tu es en train de vivre et des difficultés que tu traverses. Donc même si toi, tu estimes que
ce serait mieux pour toi qu'il se permette quelques petites réflexions, quelques petits jugements. Dis-toi juste que le fait de faire ça, ça va venir exacerber ton rapport malsain à la nourriture, la honte, la culpabilité et ça vient te placer en plus dans un rapport de parent-enfant et tu pas du tout un enfant, tu es un adulte. Donc tu as la possibilité de t'affirmer en tant qu'adulte et d'assumer en tant qu'adulte le fait que, ouais, là, tu as envie de manger, tu as besoin de manger, tu es peut-être paumé sur les messages que ton corps t'envoie, peut-être que ça va partir en sucette en cours de route, mais bah, voilà, tu pas à avoir honte de ça, en fait. C'est juste une problématique qu'il va falloir régler si besoin et comprendre et savoir comment régler cette problématique-là. Mais tu pas à avoir honte de ça. Et ensuite, dans ton quotidien, une fois que ça va t'arriver d'avoir cette pensée en mode: «Oh là là, j'ai envie de manger un truc et je vais me cacher comme ça personne va me voir», c'est de couper l'herbe sous le pied, justement, tout de suite à cette fameuse pensée de: «Il faut que je me cache». Donc moi, généralement, je vais proposer aux patients et je me l'applique aussi comme d'habitude. De toute façon, tout ce que je donne aux patients, je me l'applique aussi. Mais ça va être de pourquoi pas partir avec, différents paliers. C'est-à-dire de se dire: «Bon bah OK, en fonction de là où on part, de notre, level, on va dire à ce niveau-là, on peut se dire: «Bah OK, si j'ai déjà tendance à mettre le paquet dans le fond de la poubelle pour pas que ça soit cramé, bah, on peut peut-être déjà essayer dans un premier temps de laisser le paquet au-dessus de la poubelle». Comme ça, on sait que la personne saura, mais il y a pas besoin, d'en dire plus, quoi. Une fois qu'on est un peu plus à l'aise avec cette étape-là, c'est de pouvoir se dire, eh ben, une fois que, tu as mangé, de pouvoir dire à la personne qui partage ta vie: «OK, bon bah là, je tiens à t'en informer, je veux pas de réaction encore une fois, juste pour que tu saches, là j'ai mangé. J'ai besoin de te le dire pour enlever justement le tabou autour de ça». La troisième étape, ça va être de le dire avant de manger, quand tu sens que tu vas vouloir te cacher, peu importe que tu le fasses pas devant la personne, hein. Mais par exemple de se dire: «Ah bah là, il est en train de partir sous la douche, je vais en profiter, je vais aller manger mon petit truc». De dire: «Eh en fait, je vais aller manger tel truc». Comme ça au moins tu sais que tu as coupé l'herbe sous le pied. Et l'ultime étape, c'est de t'autoriser finalement à manger en toute détente devant la personne, comme si rien n'était, parce qu'en vrai on s'en fout. Il y a rien de mal à ça. Tu as le droit de manger du chocolat, de manger des gâteaux et même si ça part en compulsion après, tu pas à avoir honte encore une fois de tout ça. Donc là, on est sur les différents stades, comme ça peut te donner une idée des différentes, steps que tu peux mettre toi en place dans ton quotidien pour commencer à remédier un petit peu à ce truc-là. Cette manière de faire, tous les comportements un petit peu, on va dire, défaillants que tu peux avoir, c'est juste des messages que ton corps t'envoie pour te dire qu'il y a des choses qui vont pas. Et le tout, en fait, c'est de réussir après à comprendre c'est quoi ces fameux messages pour que toi, tu puisses savoir comment après tu peux y répondre de manière cohérente. Quelles sont les solutions que tu peux mettre en place? Parce que ce genre de situation, quand on est totalement paumé, en fait, dans notre, comportement alimentaire, bah, en fait, c'est comme si la communication entre notre corps et nous était totalement rompue et du coup, bah, ça donne lieu justement à, une sensation de honte parce qu'on a l'impression que finalement, on fait de la merde, disons ce qui est. On se sent en effet comme une merde, alors qu'en réalité, bah, c'est juste que notre corps nous envoie des messages, on les comprend pas et donc cette incompréhension donne lieu justement à des comportements qui finalement sont à l'inverse de ce qu'on devrait faire. Ce soir-là ou le lendemain, on fait un apéro, on avait acheté des chips, et en fait, je l'ai vu prendre une chips, et il a croqué plusieurs fois. Une chips, elle a croqué plusieurs fois. Moi, vraiment, je fais jamais ça. Et je l'ai regardé, et je me suis dit, waouh, putain, elle est tout ce que je suis pas. Et j'ai eu une forme de jalousie, mais je me suis dit, mais je ne serai jamais comme ça. Si jamais c'est aussi un truc que tu te dis, déjà, il faut que tu t'enlèves absolument de la tête que c'est forcément une fatalité. Que tu pourras jamais finalement avoir ce genre de comportement alimentaire parce que c'est juste que pour le moment, tu as pas les clés. Tu as pas les outils, tu as peut-être pas été, finalement accompagné comme il le fallait avec, les bonnes stratégies qui étaient cohérentes finalement pour toi. Mais il y a absolument aucune raison pour que tu restes finalement dans ce genre de schéma, dans ton schéma actuel. Donc pars du principe que là, c'est juste une histoire d'avoir les bons outils, mais qu'une fois que tu auras les bons outils adaptés à toi, à ton parcours, à tes problématiques, je peux te garantir
que tu sortiras de tes schémas actuels et que tu seras totalement en capacité de pouvoir manger un petit morceau, de le laisser de côté, de pas forcément finir tes assiettes parce que tu en auras plus envie, de sortir de table sans avoir la sensation de lourdeur au niveau de l'estomac, d'être capable finalement de pouvoir manger sur les repas principaux en ayant la sensation de faim, de pas forcément grignoter à côté et puis parfois de grignoter mais de pas passer toute ta journée à grignoter et tu seras capable de faire tout ça, tout simplement parce qu'en fait, tu auras de nouveau confiance en ton corps, tu auras les bases et tu auras de nouveau confiance en ton corps et toutes ces pensées-là, qui viennent au quotidien te parasiter sur ce que tu dois ou ne dois pas manger, elles vont finir par s'estomper progressivement. Et puis surtout, tu auras aussi plus confiance en toi et donc ce sera plus simple. Donc je dis pas forcément que ce sera toujours facile, mais ce sera quand même plus simple parce que tu sauras dans quelle direction est-ce que tu veux aller. Tu auras le choix. C'est-à-dire, est-ce que tu souhaites plutôt écouter ces fameuses pensées parasites qui viennent te polluer et qui t'ont pourri la vie jusque-là, ou est-ce que tu préfères finalement écouter ton corps parce qu'aujourd'hui, à ce moment-là, au moment où tu as ces pensées, tu seras en capacité de le comprendre, de voir quels sont ses besoins et de savoir en plus comment y répondre. Je dis: «Mais attends, tu mangeras plus jamais de sucre de ta vie?» Et elle m'a dit: «Bah, je mange des fruits, mais plus jamais je mangerai du sucre». Je lui dis: «Mais tu te rends compte de la frustration?» Elle me dit: «Attends, mais je suis addict, je suis accro». Les gens, qui sont drogués et elle comparait ça à ça et j'avoue, je sais pas quoi en penser parce qu'elle disait: «Mais les gens qui arrêtent, de boire, de prendre de la drogue ou même de fumer, ils savent très bien on sait très bien que si on tente une seule fois, c'est foutu». Et c'est vrai que je la rejoins sur cette pensée dans le sens où moi j'ai arrêté de fumer il y a un peu plus d'1 an. J'ai envie de fumer tous les jours, mais c'est une envie tranquille, passagère, quoi. Je pense franchement que si je retire une taf, c'est foutu. Et donc, quand elle me dit, mais si j'arrête, si je fais de temps en temps, si je m'autorise de temps en temps, je resterai dans mes TCA et je resterai dans mon mal-être. Alors que si j'arrête, est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire? Si tu savais le nombre de patientes que j'ai eues sur ces 7 dernières années, c'est-à-dire depuis que je travaille sur le comportement alimentaire, qui m'ont dit être addictes au sucre et avoir des TCA à cause du sucre et qui finalement se sont rendus compte au bout de quelques séances, de quelques semaines, de quelques mois, qu'en fait non, et en fait le sucre n'était pas le problème, elles n'étaient pas addictes au sucre, juste elles avaient soit une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle, soit un rapport malsain à la nourriture, soit un comportement alimentaire troublé, ou les 3. Et une fois que finalement tout ça a été réajusté, normalisé, elles ont continué à manger du sucre, mais par plaisir, avec, parcimonie, si on peut dire ça comme ça, parce que le terme raisonnable, j'aime pas du tout, mais finalement, surtout à ne plus se sentir contrôlées par les aliments sucrés et ça fait toute la différence et ça revient tellement aujourd'hui, tu vois, que moi j'ai un peu du mal maintenant, j'avoue, avec ce discours d'être addict au sucre parce que, je pars du principe tout simplement que le sucre, c'est pas le problème, que c'est juste, notre manière de nous comporter avec ces aliments-là qui a pas été assainie avec le temps parce que on le voit bien dans notre société que ça fait partie des aliments qui sont assez diabolisés quand même, hein, et qui sont pointés du doigt et forcément, plus on pointe du doigt, plus ça crée un rapport malsain à la nourriture et après, tu connais la suite. Donc, pour conclure après cette vidéo, j'aurais eu énormément de choses à dire, mais bon, là, j'essaie d'être le plus concise possible. De toute façon, ce que je propose, c'est que dans, ma description, je vais te mettre quelques liens d'épisodes de podcasts ou de vidéos que j'ai pu faire, qui parlent de certains sujets là que j'ai pu, évoquer qui pourraient t'intéresser. Je te laisse, checker ça. Mais sache que si tu vis ce genre de choses là avec ton comportement alimentaire, avec l'alimentation, pour t'aider, je te conseille vraiment d'aller voir un diététicien ou une diététicienne, bien entendu, qui soit spécialisé dans les comportements alimentaires et qui soit formé au GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids de préférence. Tu as plus de chances dans ce cadre d'avoir finalement une personne vraiment susceptible de pouvoir t'aider. Par contre, si tu lui parles de tes TCA et que tu vois que la personne, elle commence à te parler de tes assiettes, de tes quantités, de tes menus, change de professionnel. Parce que ça veut dire qu'il est, lui, encore dans un rapport malsain à la nourriture
Et dans ces cas-là, ça va pas être très productif. Aller voir une psychologue spécialisée, pourquoi pas, ça peut être une excellente idée, hein, pour pouvoir travailler sur certaines problématiques qui vont pouvoir te bloquer peut-être des fois dans ton parcours là sur le comportement alimentaire. Moi, ça peut arriver assez régulièrement qu'avec des patientes, tu vois, on va mettre le doigt sur un truc finalement où moi j'ai pas les compétences pour pouvoir aller gratter et me servir de ce truc-là, et donc dans ces cas-là, bah, j'oriente plutôt vers un psy, histoire après que ça puisse venir débloquer le verrou là qui nous gêne, pour avancer plus facilement sur ce qu'on est en train de bosser. Mais garde quand même en tête que, et ça je parle juste d'expérience, peut-être que tu auras eu une autre expérience et grand bien te fasse, mais garde en tête que un psychologue, c'est un psychologue. Il va t'aider à comprendre, il va t'aider peut-être à lever certains blocages, c'est génial. Un diététicien qui est spécialisé dans les comportements alimentaires, attention, il va t'aider aussi à comprendre le mécanisme de ton corps, c'est-à-dire qu'il va t'aider à comprendre finalement c'est quoi les messages que t'envoie ton corps, pourquoi il y a ces comportements-là qui se mettent en place, de quelle manière les réajuster, et surtout, ben, plus que de comprendre tout ça, il va te donner un plan d'action, normalement, hein, concret, avec des outils concrets, des astuces concrètes à mettre en place au quotidien pour réajuster justement tout ça. C'est-à-dire que là, tu vas être normalement dans l'action. Tu vas mettre en place des choses dans ton quotidien. Et attention, pas par rapport à ton assiette, pas par rapport à ce que tu mets dans l'assiette, mais vraiment purement lié à parfois même des habitudes de vie qui, où toi tu ne dirais jamais que ça a un lien avec ta manière de manger. Et c'est ça qui rend encore plus ouf l'accompagnement. C'est que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, en fait, ça change plein de choses même dans ma vie, et pas forcément lié à mon comportement alimentaire. Parce que tout ce qui touche de près ou de loin au comportement alimentaire va nous intéresser. Et souvent, bah, ça vient avec d'autres thèmes de notre vie. En fait, il faut que tu vois la stratégie du diététicien avec les astuces qu'il va te donner comme finalement plein de petites pièces de puzzle qu'on va venir assembler au fur et à mesure, qui vont faire qu'à la fin, bah, tu auras le puzzle entier, tu verras l'image entière et tu pourras te dire waouh, OK, là, tout va bien, tout est fini. Je comprends l'intérêt finalement d'avoir assemblé toutes ces pièces de puzzle depuis un certain temps. Et toutes ces petites pièces-là, tous ces petits pas en avant que tu vas faire, c'est grâce à ça que progressivement, tu vas voir ton comportement alimentaire changer de manière totalement naturelle. Et forcément, en voyant que les choses sont en train de se modifier, de s'améliorer, eh ben, tu retrouves progressivement confiance en ton corps. Et c'est là que tu peux du coup plus facilement sortir du rapport malsain à la nourriture. Parce que bah, finalement, tu te rends bien compte que le problème, c'est pas la nourriture, c'est pas ton corps, et que tu es en capacité de pouvoir comprendre ses besoins, de pouvoir les respecter sans forcément que ça parte en cacahuète. Donc si jamais tu es dans ce genre de situation, ne perds pas espoir, simplement accompagne-toi de thérapeutes qui te correspondent, qui te permettent d'avancer au fur et à mesure. Et si jamais bah, tu vois que ça avance pas, n'hésite pas quand même à en parler à ton thérapeute pour que vous puissiez voir ensemble le pourquoi du comment. Peut-être que lui, dans sa tête, c'est très très clair qu'il a déjà le protocole en tête et que c'est juste bah, de le formuler pour que toi tu puisses l'avoir aussi. Et puis finalement, si tu vois que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, au niveau de l'objectif, au niveau de la manière de procéder, bah, c'est tout simplement finalement que le thérapeute ne te convient pas. Voilà, j'essaie d'être le plus concise possible. Je suis désolée pour la longueur encore une fois de cette vidéo. Je t'invite bien entendu à aller voir la vidéo de Juliette en entier si jamais c'était pas déjà ton cas, parce que forcément là j'ai pris que des extraits donc tu auras loupé pas mal de choses, des choses hyper intéressantes, notamment si toi tu vis ce genre de choses aussi. Ça te permettra aussi, je trouve, de te sentir beaucoup moins seule dans ce genre de contexte. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. J'espère que j'aurai réussi, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire avec ces vidéos React, à adapter finalement mon angle de vue. Hésite pas à me dire en commentaire parce que je trouve ça intéressant et je me dis ça peut être l'occasion finalement de me servir d'autres vidéos témoignages trouvés sur internet pour bah, rebondir sur ce qui est dit et pourquoi pas t'apporter des petits tips et des éléments de compréhension bah, pour t'aider sur ton propre chemin. Si tu trouves ce genre de vidéo sur lequel tu veux que je réagisse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ça me permettra d'avoir un petit stock dans lequel je vais venir piocher en fonction de ce qui me semble intéressant.
Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!